En Tunisie, un grand débat télévisé sera organisé dès ce samedi soir dans le cadre de l'élection présidentielle. L'objectif est de permettre aux électeurs de choisir le prochain président du pays en toute connaissance de cause. Le Zimbabwe était samedi dans l'attente du rapatriement du corps de Robert Mugabe, décédé 95 ans à Singapour. En attendant le rapatriement, les hommages à travers le monde se multiplient. En Algérie, la contestation contre le régime en place continue de plus belle. Pour le 29e vendredi consécutif, des manifestants étaient dans les rues hier. C'est la première fois depuis la rentrée des classes. Pour le 29e vendredi consécutif, les Algériens se sont particulièrement mobilisés. Il s'agit du premier rassemblement organisé dans le pays après la fin des 2 mois d'été et de vacances scolaires durant lesquelles la mobilisation avait baissé tout en restant significative. Dans leur ligne de mire ce vendredi, le général Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et véritable homme fort du pays, qui a implicitement intimé au président par intérim Abdelkader Ben Salah de publier ce 15 septembre le décret de convocation d'une présidentielle devant élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Gaïd Salah n'a aucun droit de s'adresser à nous depuis sa caserne, ni le droit ni la Constitution permettent qu'il s'adresse au peuple depuis une caserne. Nous sommes des civils et nous ne sommes pas des militaires. Pour ce qui est du dialogue, nous ne le reconnaissons pas, car il n'émane pas du peuple. Nous demandons l'article 7 et 8. Il nous a promis et n'a pas tenu sa promesse. On ne peut plus le croire. Pour les manifestants, pas question d'organiser des élections tant que les anciens fidèles de Bouteflika, en premier lieu le général Gaïd Salah et Ben Salah, sont encore au pouvoir. On veut pour une première fois de notre vie. On a في deuxième âge. حابين ولادنا رئيس احنا نخيروه يجي من الشعب ويفهم الشعب. On ne veut plus des dinosaures. On ne veut plus des dinosaures. Sans atteindre le raz-de-marée populaire des mois d'avril et mai dernier, les manifestants qui ont défilé vendredi sans incident se sont dispersés en fin d'après-midi. Les membres de la Lucha, mouvement Lutte pour le changement, exigent la libération sans délai de leurs 13 camarades interpellés vendredi alors qu'ils manifestaient. La dite manifestation avait pour objectif d'exiger des éclaircissements sur la disparition de 15 millions de dollars. Le mouvement soutient que sa démarche n'est pas d'incriminer X ou Y, elle n'est pas non plus une lutte acharnée contre un individu, mais contre les antivaleurs de la RDC. En effet, le mouvement citoyen Lucha avait appelé à une marche pacifique vendredi pour demander des comptes à la présidence de la RDC. Mais la manifestation avait été interdite par les autorités. Depuis quelques jours, en effet, une affaire de disparition présumée d'argent public d'un montant de 15 millions de dollars qui viserait les officiels, dont le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, secoue la présidence de la République. Selon plusieurs correspondances, le Trésor public a versé 100 millions de dollars à des sociétés pétrolières pour compenser leur manque à gagner. L'État devait récupérer une décote de 15% de cette somme. Mais cette décote n'a pas bénéficié à l'État, note l'inspection générale des finances dans un rapport daté du 17 juillet. La décote de 15 millions de dollars a été versée sur le compte d'un comité de suivi des prix des produits pétroliers, une irrégularité dont le rapport attribue la responsabilité à plusieurs officiels. D'abord, nous demandons 3 choses importantes. Premièrement, nous demandons la cessation immédiate de toute entrave qui est faite aujourd'hui à l'exécution de cette mission de contrôle des dépenses de l'État par les inspecteurs. Les inspecteurs, c'est un corps qui constitue un des organes de contrôle comme nous en avons dans ce pays aussi avec la Cour des comptes. Et ils doivent faire leur travail.
Donc ceux qui sont derrière cette action de sabotage, ceux qui s'érigent en obstacle, doivent cesser parce qu'ils commettent les infractions. Et que le travail qui consiste aussi sur l'audit doit être poursuivi jusqu'à la fin et que ceux qui seront reconnus comme coupables d'actes répréhensibles soient identifiés et mis aussi à la disposition des juges. Et c'est de cette manière-là que nous pensons que le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a toujours répété que son mandat est placé sous les piliers de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, contre le détournement des deniers publics et contre l'enrichissement illicite, son mandat pourra réussir et l'ensemble des promesses qu'il a faites au peuple pourront être tenues. Parce que si la corruption n'est pas combattue, les détournements des deniers publics ne sont pas combattus, notamment par ces organes de contrôle, je pense qu'il ne pourra pas atteindre ses objectifs. L'inspection générale des finances dépend de la présidence de la République. Cela étant, toute mission de contrôle de l'inspection générale doit requérir l'autorisation de la tutelle donc de la présidence de la République ou tout au moins en être informé. Or, le contrôle dont question ici a été fait sans respect de normes procédurales. Il ne s'agit que de cela. Donc le directeur des cabinets n'a jamais fait une obstruction à une mission de contrôle qui d'ailleurs relève de la Cour des comptes selon les textes. Donc ici, il a voulu simplement rappeler la procédure et la norme. Donc la mission de l'inspecteur général s'est faite en dehors de cette procédure. Ailleurs, on parlerait simplement d'une insubordination parce que c'est la présidence de la République qui détermine les termes de référence de la mission et qui a la prérogative de signer tout contrôle par l'inspection générale des finances. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'au-delà du fait que cette mission s'est faite en violation de la loi, mais l'inspecteur en question est retraité depuis 2011. Cela est vérifiable. Et donc, tout ce qu'il fait est nul et de nul effet. En tant que député de l'opposition, nous avons eu d'énormes divergences de vues sur les questions que j'ai déjà soulevées avec le président Robert Mugabe. Le bilan en matière de droits de l'homme, les déficits de gouvernance, les déficits de leadership, la mauvaise gestion de l'économie. Nous avons eu nos différends, mais nous reconnaissons sa contribution. Il a eu des contributions positives et négatives, des omissions et des... Cette icône disparue sera à jamais commémorée et honorée pour le programme de réforme agraire historique et audacieux qu'il a entrepris. Pour la première fois en Tunisie, 3 grands débats télévisés de 2h30 chacun sont organisés sous le contrôle des médias audiovisuels publics et privés et d'une ONG spécialisée dans le débat politique entre les 26 candidats à la présidentielle anticipée du 15 septembre. Présenté par les promoteurs comme l'événement de la campagne électorale et un tournant dans la vie politique de la Tunisie, l'initiative va permettre aux participants d'exposer les grandes lignes et les promesses de leur candidature. Cette grande première sera lancée ce samedi soir avec 9 candidats. Le deuxième débat a lieu dimanche soir avec 9 candidats et le troisième et dernier débat est prévu lundi avec 8 candidats. Tous les candidats sont égaux, ça veut dire qu'ils auront le même temps de parole, ils auront la même image, ils auront les mêmes chances et il n'y aura pas un qui sera favorisé par rapport à l'autre. Donc il y a eu une charte qui a été mise en place qui va être scrupuleusement respectée. L'homme d'affaires controversé Nabil Karoui, candidat en prison pour blanchiment d'argent, n'a pas été exclu du débat par les organisateurs. Il y a effectivement un cas précédent, c'est le Pérou. Il y avait un candidat présidentiel qui a participé à un débat présidentiel par téléphone. Donc
L'instance supérieure indépendante pour les élections ici en Tunisie a bien clarifié qu'il demeure candidat. Et après, c'est à sa campagne de voir s'il peut obtenir un moyen de participer à ce débat. Les 3 débats seront diffusés sur 11 chaînes de télévision, dont 2 publiques et une vingtaine de radios. De nombreux Tunisiens affirment compter sur ce programme pour se déterminer. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme indique dans son rapport avoir documenté de graves violations des droits humains commises depuis mi-avril 2018 dans le cadre des manifestations. D'après le rapport, les arrestations et détentions arbitraires au Nicaragua continuent d'être un moyen de répression de l'expression de la dissidence et les cas de torture et de mauvais traitements infligés à des personnes privées de liberté dans le cadre des manifestations persistent, ce qui met en cause la police et des éléments pro-gouvernementaux. En outre, l'ONU observe que le système judiciaire a été utilisé pour criminaliser la dissidence et garantir l'impunité des responsables de violations des droits humains, démontrant ainsi le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif. En juillet 2018, le Haut Commissariat, qui avait alors encore accès au Nicaragua, avait déjà signalé qu'un large éventail de violations des droits humains y était commises, y compris des exécutions extrajudiciaires, des cas de torture et des détentions arbitraires. Depuis, le Nicaragua, pays pauvre d'Amérique centrale, lui a fermé ses portes. Le pays, dirigé depuis 2006 par l'ex-guerriero sandiniste Daniel Ortega, traverse une grave crise politique depuis le 18 avril 2018. Une première contestation contre une réforme de la sécurité sociale a évolué vers des manifestations réclamant le départ du président, accusé d'avoir instauré une dictature népotiste et corrompue et des élections anticipées. La répression a été sanglante, les violences politiques ont fait plus de 325 morts et 2000 blessés, essentiellement dans les rangs des opposants, selon les organisations de défense des droits humains. Plus d'un demi-millier d'opposants ont été jetés en prison et des dizaines de milliers de Nicaraguayens se sont exilés. Fin de parcours pour Samuel Eto'o-Fils. Le lion indomptable range les griffes à 38 ans. Considéré comme l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps, l'attaquant star du Cameroun prend sa retraite après avoir remporté les Jeux olympiques de 2000 et 2 Coupes d'Afrique des Nations avec le Cameroun, compétition dont il est le meilleur buteur historique avec 28 réalisations. Samuel Eto'o-Fils a également disputé 4 Coupes du Monde de 1998 à 2014 et a été élu 4 fois joueur africain de l'année, un record qu'il codétient avec l'Ivoirien Yaya Touré. Originaire du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils a grandi à Douala. Adolescent, il a vécu un certain temps sans papier à Paris, recalé par quelques clubs français avant de signer son premier contrat avec le Real Madrid. L'institution espagnole le prête 3 fois mais ne mise pas sur lui. Entre 2000 et 2004, le jeune homme explose enfin à Marjoc, mais c'est en Catalogne et en Lombardie que l'avant-centre vivra ses plus belles heures en club. Au total, Eto'o a marqué 359 buts en 718 matchs, toutes compétitions de clubs confondues, et compte 118 sélections en équipe nationale pour un record national de 56 buts. À l'heure de la retraite, Eto'o, qui œuvre en Afrique de l'Ouest à la tête de la fédération qui porte son nom, a déjà fait part de son rêve de devenir entraîneur et écarter toute ambition politique. À la mi-juillet, le président de la Confédération africaine de football, Ama Ahmad, avait annoncé qu'il deviendrait son collaborateur chargé des relations avec les fédérations et les confédérations.